donc à l'université Lyon 2. Alors, concernant la résilience, puisque le thème d'aujourd'hui c'est la résilience entre blessures et cicatrices, point d'interrogation, c'est important. La résilience, c'est un terme enfin, c'est un concept que j'ai rencontré il y a déjà un certain nombre d'années et que j'ai rencontré avant même de le connaître. C'est-à-dire que dans un premier temps, notamment lorsque je travaillais à l'aide sociale en France, j'avais affaire à un certain nombre de jeunes et parfois de moins jeunes qui, comme on dit très souvent, s'en sortent alors que les conditions semblaient extrêmement difficiles et laissaient supposer que leur avenir, que leur devenir serait plutôt difficile. Alors un certain nombre d'entre eux, malheureusement, s'en sortaient moins bien. Mais ceux qui s'en sortaient presque contre toute attente, eh bien, pendant longtemps, on n'avait pas de terme, on n'avait pas de terminologie pour les désigner. Ça restait un peu une interrogation. Et effectivement, ce concept, qui est maintenant devenu véritablement un modèle, ce qu'on appelle la résilience, vient mettre des mots sur ce que la plupart non seulement des psychologues, mais tout un chacun peut rencontrer, peut observer autour de soi, c'est-à-dire des personnes qui rencontrent une grande adversité, qui rencontrent des situations traumatiques ou traumatogènes, comme on dit, c'est-à-dire potentiellement traumatiques, et qui, peut-être contre toute attente, en tout cas toute attente pessimiste, eh bien non seulement s'en sortent, mais parfois arrivent à faire quelquefois de grandes choses. C'est pas systématique, hein. Tous les résilients ne sont pas des personnes qui font des choses extraordinaires, mais quand même. Alors, bon, ça m'a donné l'occasion de m'intéresser d'un petit peu plus près, d'aller voir ce qu'il en était, parce qu'une fois qu'on a fait ce constat, on n'est pas suffisamment avancé. Comment est-ce que tout ça fonctionne? Autrement dit, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs intitulé mon intervention aujourd'hui « Entre blessures et cicatrices ». Il y a bien souvent, traumatisme, sinon on ne parlerait pas de résilience. Il y a traumatisme, l'individu, autrement dit, est blessé, a été blessé, mais il arrive à non seulement se protéger des effets délétères, à plus ou moins long terme, mais également donc à élaborer, à dépasser l'expérience adverse, comme on dit bien souvent. Je ne sais pas si c'est moi qui bouge ou si c'est... C'est moi. C'est vous? Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on observe plus généralement, bon, j'ai parlé de l'aide sociale à l'enfance, mais dans bien d'autres contextes, dans des situations parfois de grande adversité, telles que des catastrophes humaines ou naturelles, des situations accidentelles aussi, ou également aussi lorsque, par exemple, on perd quelqu'un, la perte de quelqu'un de manière très traumatique, très inattendue, etc. Tout cela bouleverse les sujets, bouleverse les personnes, et un certain nombre, en tout cas d'entre elles, arrivent à dépasser, beaucoup plus qu'on ne le pense d'ailleurs, arrivent à dépasser toute cette adversité. On dit qu'ils sont résilients. Alors peut-être, bon, tout à l'heure dans la pré-présentation, on disait que effectivement je travaille avec Boris Cyrulnik déjà depuis combien, 15 ans, quelque chose comme ça. Enfin, bon. Je l'avais rencontré parce qu'il a participé à mon jury d'habilitation à diriger des recherches à l'université. Alors à ce moment-là, je me disais, oh là là, il va me poser des questions terribles, je ne vais pas savoir répondre. Et bon, vous l'avez peut-être entendu, c'est pas du tout son genre. Et il a été extrêmement, comment dire, non seulement accueillant, compréhensif, bienveillant, c'est exactement le terme que je cherchais. Et puis, je ne dis pas qu'on ne s'est plus quitté, c'est pas tout à fait le cas, mais il m'a invité à travailler avec des groupes de recherche auxquels je participe régulièrement. Et de temps en temps, eh bien, on commet des ouvrages, souvent des ouvrages collectifs, vous en avez peut-être vu quelques-uns, et puis quelques autres. Et puis un peu plus récemment, moi, je me suis intéressée, vous avez pu le voir peut-être, notamment à l'humour comme étant un des éléments, une des ressources possibles dans le cheminement vers la résilience. C'est évidemment pas le seul. Et je me suis un petit peu plus intéressée à cela. Et donc j'ai demandé à Maurice de préfacer ce qu'il a fait avec beaucoup de gentillesse. Mais bon, peut-être quelques éléments. Donc j'ai pris un petit support. C'est pas un texte que je vais vous lire.
rassurez-vous, mais juste pour essayer de ne pas oublier au moins quelques grandes lignes. Alors peut-être d'abord quand même rappeler, faire un petit aperçu historique. Parce qu'on parle de la résilience, et bien souvent, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais bien souvent en France, on a tendance à penser que c'est un concept tout nouveau, qui aurait peut-être une dizaine d'années, peut-être 20 ans maintenant, je n'en sais rien. En fait, c'est beaucoup plus ancien que ça, puisque ce concept a été mis en travail au moins depuis les années 70. Je dis bien plutôt début des années 70. C'est-à-dire qu'il y a des publications scientifiques qui sont d'abord nord-américaines essentiellement et britanniques, donc les Anglais, quand je dis nord-américaines, aux États-Unis et au Canada, et en Angleterre, avec des gens comme Michael Rutter, R-U-T-E-R, anglais, qui est un des précurseurs sur ce domaine, sur ce champ, ce travail sur la résilience, ou d'autres. Aux États-Unis, on peut citer une psychologue qui est assez connue, parce qu'on la cite très souvent, parce qu'elle a fait un travail assez particulier, qui est Amy Werner. Amy Werner, qui a fait une recherche alors assez particulière, qui ne travaillait pas au départ du tout sur la résilience. Elle essayait de travailler comme beaucoup sur justement le devenir. Elle interrogeait le devenir des personnes en situation de grande adversité, de grande précarité notamment. Et elle a mis en place avec une équipe, elle a mis en place une recherche longitudinale, une vraie recherche longitudinale, puisqu'elle a duré plus de 30 ans. Souvent on parle de recherche longitudinale quand c'est quelques années, mais là, plus de 30 ans, c'est-à-dire qu'elle a, avec son équipe, suivi le devenir de tous les enfants nés en 1955, parce que la recherche a commencé à ce moment-là. Si vous êtes né en 55, ne vous imaginez pas qu'il y a quelque chose de particulier concernant cette année. Donc à partir de 55, et alors elle s'est intéressée à une population qui était sur l'île de Hawaï, enfin de Kauai, plus exactement. Bon, elle aurait pu faire cette recherche ailleurs, mais une population qui était, on va dire, pour aller vite, particularisée par le fait d'être une population en grande précarité, en tout cas comportant des familles en grande précarité, beaucoup de familles en grande précarité. C'est-à-dire des familles touchées par des problèmes économiques, mais pas seulement, évidemment, des problèmes de relations, de violence, de toxicomanie, bon, et j'en passe, alcoolisme, etc., etc. Il y avait aussi à cette époque un autre élément, famille monoparentale. Ça ne veut pas dire que toutes les familles monoparentales posent problème, c'était un des éléments, et peut-être que dans les années 50. Voilà. Donc cette équipe, enfin Amy Werner et son équipe, ont commencé à suivre le cheminement des enfants nés à ce moment-là. Alors quand je dis suivre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, c'était pas une prise en charge psychologique, c'était vraiment une observation à distance, voir comment dans leur milieu naturel ces enfants, devenus ensuite adolescents, jeunes adultes, etc., puisqu'ils ont été suivis sur plus de 30 ans, quel était leur devenir. Sachant que les présupposés qui étaient souvent présents, c'était est-ce qu'ils ne vont pas répéter la délinquance, la toxicomanie, enfin bon, etc. Est-ce qu'ils ne vont pas plutôt partir du côté des difficultés. Et donc, pour aller, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais Amy Werner et son équipe se sont aperçus assez vite, notamment déjà au moment de l'adolescence, qu'un certain nombre de ces jeunes, non seulement ne présentaient aucun problème, alors pas de problème particulier du point de vue psychologique, pas de problème particulier du point de vue social, du point de vue comportemental, etc., etc. Ils suivaient bien aussi leur scolarité, enfin bon, alors que leur contexte environnemental était extrêmement défavorable. Il y a eu un sous-groupe qui était composé de jeunes, enfin de familles et donc d'enfants qui étaient particulièrement en précarité. Et parmi ceux-là, en fait, finalement, très peu ont présenté des difficultés. C'était pas zéro non plus, bien entendu, mais beaucoup moins que. Et Amy Werner a commencé à se dire, ah, ce sont peut-être des resilient children, des enfants résilients. Alors au départ, l'une des hypothèses à l'époque, parmi les travaux c'était 70, 80, enfin bon, la fin de la recherche était autour des années 80, mais déjà avant. L'une des hypothèses qui a été
travaillé, qui a été proposé notamment par Amy Bernard, c'était est-ce que ces enfants ne présenteraient pas des particularités, je ne sais pas, génétiques ou autres, qui pourraient expliquer qu'ils ne soient pas finalement influencés par cet environnement délétère, par cet environnement qui était potentiellement toxique. Alors ça, c'est quelque chose qui a été balayé. Je le cite simplement du point de vue historique, parce que c'est quelque chose qui est parfois repris. Certains disent oui, mais la résilience, c'est mettre en évidence des espèces de surhommes ou je ne sais quoi. Alors c'est pas du tout le cas. Hein. Mais bon, donc c'est quelque chose qui a été... il y a eu une investigation, c'était pas ça. On s'est aperçu qu'en fait, si ces enfants, ces jeunes et ces jeunes adultes, hein, certains arrivaient à plus de 30 ans, arrivaient non seulement à s'en sortir, mais s'inséraient socialement normalement, ne présentaient pas plus de troubles que ce que l'on peut trouver dans les populations dites ordinaires, eh bien c'est parce qu'ils avaient trouvé des ressources, non seulement en eux-mêmes, mais également dans leur environnement, peut-être pas seulement dans leur famille, mais peut-être en partie aussi dans leur famille et d'une manière plus générale dans leur environnement social, des soutiens, des étayages qui leur ont permis de se construire et peut-être effectivement de mettre en place ce que l'on pourrait qualifier maintenant d'un cheminement résilient, un processus de résilience. Je ne sais pas si vous me suivez. Bon. Et Michael Rutter, que j'évoquais tout à l'heure en Angleterre, a beaucoup insisté aussi, en tout cas pendant toute une partie de son travail, sur les possibilités de trouver des compensations dans l'environnement social, même notamment lorsque la famille est défaillante par rapport à ce qu'on attend en termes de protection, d'accompagnement, etc. Parce que la famille peut être protectrice, peut accompagner, peut d'ailleurs participer à la mise en place de ce processus de résilience, mais la famille est parfois le lieu de la maltraitance, le lieu des difficultés, etc. Enfin, vous le savez, évidemment, c'est bien que moi. Donc ça, c'était pour vous donner quelques pistes historiques. Alors je reviens simplement évidemment à d'autres. Alors j'ai dit Michael Rutter, Amy Werner, Norman Garmezy, on pourrait en citer d'autres. Bon, ça c'est dans les pays anglo-saxons. En France, on a un peu découvert la résilience effectivement beaucoup plus tardivement. C'est plutôt dans les années 90, voire la fin des années 90, qu'on a commencé véritablement à travailler là-dessus. Non pas qu'on ne connaissait pas du tout ce terme, hein, quelques-uns, et notamment des systémiciens, j'avais entendu parler de ça, par des systémiciens, mais c'était pas très défini. Parfois, ce terme était un peu associé ou présenté un peu comme une sorte de synonyme d'adaptation, alors que non, si la résilience était simplement l'adaptation, on n'aurait peut-être pas besoin d'un autre terme. C'est un peu autre chose quand même qu'il s'agit, même s'il peut y avoir une part d'adaptation. Donc en France notamment, on a découvert un petit peu plus tardivement, alors avec des gens comme Michel Manciot, je ne sais pas si vous le connaissez, Michel Manciot qui est un universitaire, alors moins médiatique que Boris Cyrulnik, mais tout à fait intéressant, et qui a travaillé d'ailleurs avec Boris aussi, hein, notamment dans les premiers temps. Hein, dans l'ouvrage Mémoire, c'est ces enfants qui tiennent le coup, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui date des années 90, j'ai plus la date exacte. Michel Manciot est un des directeurs de cet ouvrage. Et bien sûr, Boris Cyrulnik qui a beaucoup fait connaître ce terme et qui ne s'est pas contenté de le faire connaître. Il a aussi contribué grandement à préciser ce que l'on entendait par résilience. Parce que on peut partir parfois dans des amalgames, hein, comme je disais tout à l'heure, soit avec des définitions un peu trop simples ou un peu trop basées sur essentiellement finalement une forme d'adaptation ou éventuellement une forme d'adaptation exceptionnelle. Bon, c'est pas uniquement ça, c'est pas seulement résister à la diversité non plus, c'est un peu tout cela mais avec d'autres choses. On peut dire que la résilience consiste à mettre en place, de manière interactive, pour le moins, des ressources internes au sujet, à l'individu, à la personne, si on parle dans un premier temps de résilience individuelle, donc des ressources internes étayées par des ressources que l'on va rencontrer dans l'environnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas résilient tout seul la plupart du temps. On est résilient en lien avec d'autres personnes. Alors, cet environnement, ça peut être la famille, ou des relations affectives, hein, ou certaines personnes de la famille, pas forcément toutes, ou
la famille qu'on a constituée avec son conjoint, sa compagne, son compagnon, etc. Et ça peut être aussi, il y a 3 pôles en fait, des ressources internes, des ressources de la sphère familiale ou psycho-affective. Et le troisième pôle, l'étayage, je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, eh bien ce sont les ressources que l'on peut rencontrer dans la communauté sociale. Les appartenances communautaires, quelles qu'elles soient, hein, le fait de faire partie d'un réseau social, amical, ou professionnel, enfin bon, on peut donner les contours divers et variés que l'on peut rencontrer dans la société, eh bien, ce troisième pôle est extrêmement important. C'est-à-dire que la résilience se construit sur ces 3 piliers. Les ressources internes au sujet, qui sont les particularités de chacun, les ressources de l'environnement psycho-affectif, familial ou psycho-affectif, et les ressources de l'environnement social, qui peuvent être également évidemment variables. Alors, ces trois pôles peuvent être totalement inégaux. L'un d'entre eux peut être plus défaillant que d'autres. Je donnais l'exemple tout à l'heure de famille. Il arrive que ce soit dans la famille que l'on rencontre le traumatisme, que l'on rencontre l'adversité. La maltraitance, pas seulement la maltraitance vis-à-vis des enfants, ça peut être aussi la maltraitance intraconjugale, etc. Bon, différentes formes. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que toute la famille est forcément maltraitante, hein, bon. Mais on peut avoir donc, des cheminements résilients qui s'appuient sur ces ressources, toujours des ressources internes qui sont effectivement importantes, mais qui sont variées ou variables. Les ressources, les étayages, les soutiens de cet environnement, on va dire psycho-affectif, et ces soutiens sociaux qui peuvent compenser. On voit par exemple des personnes qui ont peu ou pas de famille, ou en tout cas pas de famille sur laquelle ils peuvent compter, et qui vont en revanche compenser d'une certaine façon, hein, c'est pas quelque chose de conscient, en trouvant des étayages sociaux, communautaires. Alors ça peut passer par dans des relations, encore une fois, amicales, professionnelles, ça peut passer par l'appartenance à un mouvement idéologique, spirituel, la religion peut passer aussi par là, etc. Donc on peut trouver différentes modalités qui peuvent aider les sujets à se sortir. Mais j'aurais peut-être dû commencer par là. On considère maintenant que pour parler de résilience, en tout cas c'est le courant français autour de Boris Cyrulnik et de quelques autres, hein, on considère que l'on ne peut parler de résilience que lorsqu'il y a eu rencontre avec un contexte traumatique. Donc, alors le traumatisme, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des tas de choses. Ça peut être un traumatisme tout à l'heure je parlais d'accident, catastrophe, ça peut être quelque chose de massif, soudain, ponctuel, mais ça peut être aussi un contexte qui est traumatogène, parfois dans la durée. La maltraitance est souvent installée dans la durée, ou des situations de grande précarité, de grande adversité qui peuvent malheureusement s'installer dans la durée. Mais on peut citer aussi des situations, par exemple, d'enfermement, séquestration, etc., qui sont aussi, malheureusement, bien souvent, des situations évidemment de traumatogènes, traumatiques et traumatogènes, et qui sont installés dans la durée. Donc c'est pas uniquement cet aspect-là, donc les aspects ponctuels, massifs, on peut avoir les deux. On peut voir d'ailleurs parfois un petit peu des différences dans les modalités de protection. Alors que se passe-t-il chez un sujet résilient? Le sujet résilient va rencontrer ce traumatisme, encore une fois, ou ponctuel ou plus pérenne, et il va mettre en place, je veux dire, comme tout un chacun, des modalités de protection. Il va essayer de se protéger, parce que le traumatisme peut l'atteindre physiquement, mais il l'atteint aussi psychiquement. Et il va essayer de se protéger, peut-être physiquement aussi s'il le peut, mais également se protéger psychiquement. C'est-à-dire se protéger de la menace de désorganisation psychique. Hein. Le traumatisme, d'un point de vue psychique, c'est ça. Hein, c'est la menace de désorganisation psychique. Alors ça ne veut pas dire que le résilient ne ressent rien et est complètement étanche à tout cela. Il va quand même être blessé, mais il se protège d'une désorganisation totale. En fait, il va arriver quand même à... Bon. Alors, ces modalités de protection peuvent être multiples et variées. On peut passer, par exemple, par des modes de protection qui peuvent paraître étonnants et que l'on rencontre, pas seulement dans les processus de résilience, hein, mais là, je suis au début du processus. Par exemple, on va
on rencontre parfois des situations de déni. Voilà. Mais c'est pas... Alors, le déni, s'il s'installe dans la durée, au cours des années, ça peut, effectivement, on peut considérer que ça devient pathologique. En revanche, si le déni est plus ponctuel et qui permet simplement de ne pas être envahi par des émotions morbides trop intenses et donc de ne pas se retrouver dans ce que Freud appelait l'effraction psychique totale, eh bien, le déni peut aussi aider momentanément à passer une période extrêmement difficile. On peut tous l'avoir à minima, plus ou moins expérimenté, parfois dans la vie. Alors évidemment, je cite cet exemple-là, il s'agit de ce qu'on appelle un mécanisme de défense. Il faut quand même penser que de toute façon, tous les mécanismes de défense ont pour objectif de protéger le sujet de l'effraction psychique. Alors après, ils sont plus ou moins bien adaptés, ils sont plus ou moins bien... plus ou moins opérants suivant la situation. Et effectivement, donc, alors, on peut donc trouver le déni, on peut trouver bien d'autres modalités qui peuvent être parfois plus, comment dire, encouragées socialement, comme par exemple s'investir intellectuellement dans quelque chose. Certains parlent parfois même de surinvestissement, ça je ne sais pas, c'est une question de regard. Ça peut être... on peut se protéger comme ça de différentes façons, on peut utiliser le clivage, enfin bon, etc. etc. En tout cas, dans un premier temps, face au traumatisme, on va mettre en place un certain nombre de modalités de protection. Parmi les modalités de protection, on va trouver aussi l'humour. J'y reviendrai, si vous voulez bien, un petit peu plus tout à l'heure. L'humour que l'on peut rencontrer à différents moments, d'ailleurs, du processus. Là, j'en suis encore à la première étape. Si on s'arrête là, d'ailleurs, on ne peut pas parler encore de résilience. On est simplement dans la gestion du trauma. On pourra véritablement parler de résilience lorsqu'on passe aux étapes suivantes, c'est-à-dire des phases d'élaboration, des phases de mise en sens de ce que l'on a vécu, et lorsque le sujet va arriver à se reconstruire, comme on dit bien souvent, c'est-à-dire qu'il va reprendre un développement, mais je dis bien un développement, c'est-à-dire qu'il ne va pas reprendre comme si rien ne s'était passé. Ça c'est un leurre, parfois. Il va reprendre ce qu'on appelle un nouveau développement ou un néo-développement qui intègre aussi l'expérience adverse. Alors certains, c'est pas aussi systématique qu'on le dit parfois dans les médias, certains disent mais je me sens beaucoup plus fort depuis mon épreuve. Bon, tous les individus résilients ne disent pas ça, mais on peut l'entendre aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut espérer avoir rencontré des épreuves pour, mais c'est une autre histoire. Mais donc, c'est comment dire, élaborer, donc première étape, se protéger, deuxième étape, élaborer, dépasser l'expérience adverse, se reconstruire. Alors se reconstruire, c'est parfois, quand je disais reprendre un développement, un nouveau développement, parce que la trajectoire développementale est au moins infléchie, parfois grandement, suivant les situations, parfois un peu moins. Bon, ce qui peut donner d'ailleurs l'impression que finalement la personne reprend simplement son développement, mais l'individu a été blessé, a été touché par ce qu'il a rencontré, et cette expérience fait partie aussi de son cheminement, de son histoire, de ce qu'il est. Alors dans cette seconde étape, là aussi on peut rencontrer notamment l'humour. Ça ne veut pas dire que c'est la seule défense, on peut le rencontrer comme protection, on peut le rencontrer aussi dans la phase d'élaboration, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure. Alors peut-être, je suis passée, j'ai pas du tout suivi ce que j'avais prévu de vous dire, mais ça ne fait rien, j'espère que vous me suivez vous quand même. Je voulais aussi évoquer quelques images pour repérer un petit peu, alors, qui ne sont pas des nouvelles images, parce que j'ai volontairement repris celles qui sont souvent véhiculées, qui ont été proposées par les uns et les autres. On a souvent présenté le sujet résilient comme finalement par rapport à la métaphore de l'huître perlière, puisque la perle se fait parce que un grain de sable, dans le milieu naturel, un grain de sable vient blesser l'huître,
Et pour se protéger, eh bien, elle va sécréter de la nacre. Donc l'idée, l'une des métaphores concernant le processus de résilience consiste à dire ben, finalement c'est un peu ça, faire quelque chose de beau, bon, c'est le merveilleux malheur, hein, voilà, ça fait penser à ça. Mais si je le dis, c'est parce que c'est une des facettes du processus de résilience, parce que c'est pas seulement ça. On ne fait pas forcément quelque chose de beau uniquement de son malheur. D'ailleurs, je sais par ailleurs que Boris n'était pas d'accord pour le titre, même si après, il a bien fallu qu'il se rende compte que c'était bien. Mais on peut discuter. C'est une des facettes. Une autre façon d'aborder, là aussi de manière un peu métaphorique, la résilience, consiste à évoquer quelqu'un qui arrive à naviguer dans les torrents, des torrents très... bon, qui le secouent. Arriver à naviguer, c'est-à-dire que bon, voilà, on est bousculé par l'histoire, par ce qui nous arrive, etc. On arrive quand même à maintenir, j'ose pas dire maintenir le cap, parce que ça fait référence à d'autres aspects, mais bon, c'est un peu ça. Naviguer dans les torrents. Alors là, on a une autre idée par rapport à la métaphore de l'huître perlière. La métaphore de l'huître perlière fait penser uniquement à l'aspect interne au sujet, essentiellement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, hein, quand même. Alors que naviguer dans les torrents, c'est déjà penser à l'environnement. On est résilient aussi dans un contexte. Et c'est ce contexte-là qui va faire que, bon, à la fois qui peut nous agresser, mais aussi sur lequel on peut peut-être s'arrimer, trouver des lieux sur lesquels on peut s'appuyer. Et puis, peut-être dernière image que l'on peut utiliser qui insiste sur l'idée de processus dynamique, c'est le fait de... Boris Cyrulnik avait proposé la métaphore du tricot, mais comme il ne doit pas savoir beaucoup tricoter, parce que pour tricoter, il suffit d'avoir un seul fil. Donc on a plutôt tendance à dire, et il est d'accord aussi, que c'est peut-être plus tissé, ou alors certains disent, il y a une étudiante qui travaille sur la résilience et qui a beaucoup d'humour et qui elle-même d'ailleurs a une trajectoire résiliente, enfin bref, et qui propose d'appeler ça tricot-tissé. Bon, pourquoi pas, enfin en tout cas, bon. Mais vous aurez compris de quoi il s'agit, c'est-à-dire que le fait que l'on va lier, ou essayer de relier une trame développementale avec d'autres aspects, enfin, qui sont aussi peut-être du contexte social et environnemental. Bon, on pourrait aussi citer, pour rappeler Boris, les vilains petits canards, cette transformation aussi, mais c'est un peu dans la même lignée le terme, hein. Je ne parle pas du contenu de l'ouvrage bien entendu, ça fait un peu penser quand même aussi un peu à l'histoire de l'huître perlière. Une transformation, quelque chose qui est là. Mais c'est intéressant quand même de s'y arrêter parce qu'on peut là-dessus rebondir sur une autre idée, force du modèle de la résilience, qui est celle qui consiste à dire, bah, oui, on est tous potentiellement résilients. Ce n'est pas réservé à quelques personnes extraordinaires, exceptionnelles, comme ça a été éventuellement pensé par certains, ou que certains détracteurs d'ailleurs du modèle de la résilience me disent non, on a tous des capacités de résilience, en nous-mêmes et dans notre environnement. Alors parfois, on a du mal à s'en saisir, parfois on s'en saisit mieux, mais elles sont là. Et Michel Mencieux, que j'évoquais tout à l'heure, est un de ceux qui insiste vraiment là-dessus, sur le fait qu'on a tous des capacités de mettre en place cette résilience, sauf que parfois, bon, il faut aider un petit peu, ou parfois ça se met en place plus spontanément. Nous d'ailleurs, ce que l'on a mis en place depuis déjà quelques décennies dans les différents pays, c'est des accompagnements. Moi, je préfère parler d'accompagnement de la résilience, parce qu'on ne provoque pas la résilience. On peut accompagner, c'est-à-dire en partant du principe qu'un sujet a lui-même des compétences, des ressources, il est dans un environnement qui lui-même présente un certain nombre de compétences, de ressources, encore faut-il parfois les trouver ou les repérer, les activer ou les réactiver parfois, et on peut éventuellement aider si la résilience ne s'est pas mise en place. Ça ne marche pas à tous les coups, hein, malheureusement, sinon... bon. Mais ça peut être intéressant, et un certain nombre de psychologues, de psychiatres, de travailleurs sociaux et d'autres personnes dans différents domaines travaillent maintenant sur cette idée-là, que chacun est potentiellement résilient, même s'il n'a pas mis en place sa résilience spontanément, et qu'on peut veiller peut-être ou essayer de l'accompagner. Donc ce n'est pas
la résilience n'est pas une simple adaptation ou une suradaptation à un danger, même s'il y a une part d'adaptation, mais ça ne se réduit pas à ça. Michael Otter, que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui est vraiment un des précurseurs anglais, résume assez bien par cette phrase, que j'ai librement traduite, hein, puisque j'ai trouvé qu'en anglais. Ces travaux ne sont pas tous traduits loin de là, peut-être que ça viendra. Alors il disait en 92, ça date de 92, la résilience se caractérise comme une conjonction de processus sociaux et intrapsychiques qui permettent d'avoir une vie saine dans un environnement malsain. Alors, vie saine, il faut l'entendre, mettez des guillemets, hein, c'est à la façon anglo-saxonne. Hein, bon. Voilà. Je n'ai pas trouvé d'autres traductions. Alors, c'est pas fini. Alors, il précise aussi, ces processus se mettent en place au cours du temps. C'est un processus dynamique, c'est pas quelque chose qui... Voilà. Se mettent en place au cours du temps, occasionnant des combinaisons fortuites ou hasardeuses entre les caractéristiques du sujet et celles de son milieu familial, social et culturel. Ça résume assez ce que j'ai essayé de dire jusqu'à présent et ce sur quoi on s'entend les uns et les autres actuellement. Donc autrement dit, la résilience ne se réduit pas juste à des capacités internes au sujet. Même si, évidemment, elles sont à mettre en jeu. Ça va, Oui. Ouais. Je suis partie vraiment. C'est un domaine que je connais bien, alors du coup je pars en tirant des fils. Je ne sais pas si je suis toujours très structurée dedans. Alors, comment on pourrait définir la résilience en insistant sur le terme de processus? C'est vraiment l'approche actuelle, hein, c'est un processus, c'est pas, parce qu'à un moment donné on disait c'est peut-être une aptitude, une capacité, etc. Il y a mise en jeu de certaines aptitudes et de certaines capacités, mais c'est avant tout un processus. Alors insister sur ce terme de processus, donc un processus de protection et d'élaboration qui permet la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Voilà une définition que je vous propose. Donc, processus de protection et d'élaboration qui permet la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Ça résume, du moins j'espère, ce que j'ai essayé de vous dire jusqu'à présent. Alors, pourquoi insister sur le processus? Parce que c'est quelque chose, bon, la dernière image que j'ai évoquée tout à l'heure, hein, du tricot, du tricot, du tissage, en fait, c'est quelque chose qui se construit, c'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes. Et il arrive, alors là, c'est un sujet de débat entre les personnes qui, comme moi, travaillent sur la résilience depuis quelques années, c'est est-ce qu'on peut parler de résilience même lorsqu'il y a parfois ce que j'appellerais des failles de ce processus de résilience à certains moments. Donc je pense que oui, c'est pas parce qu'un individu a été résilient à un moment donné qu'il va devenir résistant à tout, une sorte de super homme ou super femme qui, après, ne rencontrerait plus jamais de moment de défaillance. C'est pas tout à fait le cas. C'est pas tout à fait le cas. On reste, les personnes résilientes restent des personnes humaines et donc avec ces possibilités-là. Autre observation, on s'aperçoit que parfois que certaines personnes semblent faire preuve de résilience dans certains domaines et pas dans d'autres. Ce qui fait que, bon, autrement dit, la résilience n'est pas forcément un processus pérenne, systématique, et il peut y avoir des évolutions, il peut y avoir aussi des domaines un peu plus, qui restent un petit peu plus délicats pour les sujets, et qui peuvent changer, évoluer comme bien souvent. Ce qui laisse d'ailleurs, on peut le voir de manière très optimiste, hein, parce que ça veut dire aussi qu'il y a des potentiels de récupération, même dans l'après-coup. C'est un élément aussi important, hein, c'est-à-dire que la résilience, ça c'est quelque chose que je n'ai pas dit et auquel je tiens, le processus de résilience ne se met pas forcément en place tout de suite au moment du traumatisme. Il peut y avoir un temps, notamment d'élaboration, qui peut être beaucoup plus tardif. Il peut y avoir, bon, pourquoi pas, la mise en place d'un processus de résilience non seulement dans l'après-coup, mais cet après-coup peut être plus ou moins long. Ce qui nous laisse quand même à tous un petit peu désespoir. Mais après tout,
C'est un peu là-dessus que l'on travaille quand on est comme moi aussi psychologue clinicienne, psychothérapeute, etc. Finalement, les premiers temps où j'avais commencé à travailler sur la résilience, un de mes anciens profs qui était devenu ensuite collègue, enfin bon, qui est un psychanalyste connu, me disait, alors lui il ne travaillait pas spécialement sur la résilience, mais je lui disais c'est peut-être intéressant, il me disait finalement peut-être que quand on fait des psychothérapies, qu'il s'agisse de psychanalyse ou d'autres formes de psychothérapie, bah finalement on travaille quand même là-dessus, sur les potentialités de récupération des sujets. Donc on est peut-être quand même finalement un peu dans l'accompagnement de résilience. C'était pas tout à fait ces mots, mais c'était à peu près l'idée qu'il avait évoquée. Alors, de quoi est-ce que je voulais aussi vous parler? Bon, je vous ai dit que c'était un processus donc, qui n'était pas forcément pérenne, qui pouvait peut-être apparaître de manière plus flagrante dans certains domaines de la vie et peut-être un peu moins dans d'autres. Mais c'est quand même surtout un processus interactif. On peut dire que c'est un processus dynamique, dans la mesure où il va bouger, changer éventuellement au cours du temps. Et qu'on pourrait parler de travail de résilience, dans le sens que l'on donne habituellement à ce terme, c'est-à-dire quelque chose qui se met en place. C'est une démarche. Hein. Enfin, j'emploie parfois le terme de cheminement, parcours de résilience, cheminement de résilience. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est installé une fois pour toutes. Donc les individus ne sont pas invulnérables, contrairement à ce qu'on a pu penser. Alors c'est vrai que certains détracteurs de la résilience, qui souvent n'ont pas, enfin du domaine, hein, du concept, souvent n'ont pas lu en fait des travaux là-dessus. Pour en avoir discuté avec certains, je peux vraiment vous attester de cela. Et disent, moi, finalement, la résilience consiste à penser qu'il y a des individus qui finalement sont résistants à tout. Non. Mais c'est vrai que tout à l'heure je parlais de certains aspects historiques, dans les premiers temps, hein, à partir des années 70, etc., il y a eu tout un courant de travaux aussi chez certains psychiatres, psychanalystes, psychologues notamment, qui cherchaient à voir s'il n'y avait pas peut-être finalement des individus résistants, mais au sens vrai du terme, enfin pas au sens politique, encore que, qui eux, seraient quelque part invulnérables. Et un ouvrage qui date de 1980-81, c'est même intitulé « L'enfant invulnérable ». Peut-être que certains l'ont vu. Bon. C'était Anthony et je ne sais plus qui, avec un Y, qui avait proposé ce terme. Il est lui-même revenu là-dessus en disant non, finalement, ça n'existe pas des enfants invulnérables. Mais il arrive qu'on puisse avoir l'impression que certains enfants sont invulnérables, ou certains sujets, il n'y a pas seulement des enfants, parce qu'ils présentent une espèce de force qui peut être étonnante. Invulnérables, ça voudrait dire qu'ils ne ressentent rien, qu'ils sont résistants à tout. Non. C'est un certain nombre de ces enfants, entre guillemets, repérés comme soi-disant invulnérables, étaient souvent présentés souvent une espèce de carapace de défensive très forte, qui pouvait cacher une bien plus grande fragilité derrière, mais non, il ne faut pas se leurrer, c'est pas trop ça. Comme je disais dans mon petit ouvrage sur la résilience, la résilience c'est plutôt Batman, hein, voilà. Batman qui n'est pas censé avoir il n'a pas de super pouvoir en fait. Il utilise des gadgets, il utilise son environnement, etc. Contrairement à Superman ou d'autres qui sont censés avoir une espèce d'invulnérabilité. Mais bon, donc c'est un processus qui n'est pas forcément pérenne, qui se construit, qui peut se construire assez rapidement ou plus tardivement, qui peut parfois supposer de s'appuyer sur des aides, mais en tout cas, comme je disais tout à l'heure, on s'appuie souvent sur des extérieurs. Alors, donc je disais, on n'est pas résilient tout seul. On n'est pas résilient tout seul, peut-être parce que déjà on est quand même des animaux sociaux, enfin peut-être pas que des animaux d'ailleurs, des êtres humains sociaux déjà, et on est des êtres de relation, de lien. Et cette capacité à faire lien est importante et présente longtemps, et pas seulement avec notre entourage familial, psycho-affectif immédiat. Ça peut être aussi une rencontre, éventuellement plus ou moins ponctuelle. C'est-à-dire, bien souvent, les individus résilients, mais peut-être pas seulement d'ailleurs,
disent avoir rencontré une personne signifiante. Alors parfois c'est plusieurs, mais au moins une personne signifiante. Alors Maurice Cyrulnik a proposé le terme de tuteur de résilience pour ces personnes-là. Bon, pourquoi pas? Parce que dans l'idée, là c'est la métaphore botanique hein, qui est évoquée, c'est-à-dire quelqu'un qui finalement sur lequel on va s'appuyer pour mettre en place sa trajectoire résiliente. On peut aussi parler donc de personnes signifiantes parce que ces personnes importantes pour le sujet qui vont l'aider ne sont pas forcément conscientes de ce qu'ils font et de cette aide. Ce qui est important, c'est que cette personne soit signifiante pour le sujet qui en a besoin. L'un des exemples que j'aime bien raconter, c'est Brassens. Brassens, alors non pas en tant que tuteur résilient, mais comme ayant évoqué, alors il n'a pas employé ces mots, hein, il a évoqué une personne signifiante qui a été quelqu'un qui a changé sa vie, et il en a fait une chanson. Ah, le petit tas de bois, ils m'ont donné un petit tas de bois. Alors, il a peut-être aussi, voilà, il a peut-être eu plusieurs personnes, mais je pensais à l'Auvergnat. Oui, l'Auvergnat. Il évoque là un enseignant qui lui a tendu la main, comme il dit, c'est vraiment ça, et qui l'a aidé, alors qu'il était plutôt sur une pente où il allait plutôt du côté de la délinquance et compagnie, il était plutôt dans, voilà, et qui a vu en lui quelqu'un qui avait un potentiel, qui avait des capacités, qui avait, etc. Je ne sais pas du tout si l'enseignant en question s'est rendu compte de l'impact qu'il a eu. Pour Brassens, ça a été un moment qui lui a permis, voilà, justement, de changer de trajectoire, et quelques années plus tard, il lui a rendu hommage avec cette chanson. Mais beaucoup d'autres personnes rencontrent, alors ça peut être des enseignants, ça peut être un éducateur, ça peut être une personne lambda qu'on a rencontrée, ça peut être celui qui deviendra le compagnon ou la compagne aussi, pourquoi pas, etc. Enfin, qui deviennent des piliers, peut-être des tuteurs de résilience, en tout cas des personnes signifiantes qui aident dans le parcours de vie, notamment dans des moments comme ça difficiles. Alors, sinon, parmi les... Tout à l'heure, j'ai évoqué très rapidement quelques... Je ne sais pas si on en est au niveau du temps, ça va? Parce que moi, une fois que je suis partie... Enfin, après, j'ai un peu quand même. On le sait. Malheureusement. Allez, 7h15, on vous laisse partir. Oui, je suis désolée. Mais bon... Je ne suis pas parisienne, hein. Voilà, voilà. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est évoquer peut-être aussi un autre personnage que j'ai rencontré, d'ailleurs un peu tardivement, parce qu'on n'en parle pas beaucoup en France, et lorsque j'ai fait mes études, on n'en a pas du tout parlé. C'est quelqu'un qui s'appelle Viktor Frankl. Viktor Frankl, qui est quelqu'un qui est né en 1905 et décédé en 97, donc à l'âge de 92 ans, et qui était psychiatre en Autriche. Il a travaillé un temps avec Freud et puis s'est un peu détaché, comme beaucoup d'autres, pour développer sa propre approche, mais surtout, il est souvent présenté comme un résilient lui-même l'a évoqué, notamment vers la fin de sa vie, parce qu'il a connu l'enfermement à Auschwitz. Il a perdu toute sa famille, il venait de se marier à l'époque, sa femme, ses parents, son frère. Il a été le seul survivant. Et c'est quelqu'un qui, à partir entre autres de cette expérience, donc des camps, a développé une approche qui s'appelle la logothérapie, qui est peu moins connue en tout cas en France que notamment en Autriche ou dans d'autres pays, y compris d'autres pays d'Europe, où il a insisté sur l'importance du sentiment d'espoir, même dans les situations extrêmement délétères, hein, comme celle qu'il a connue. Il a insisté sur le fait de l'importance de donner un sens à sa vie pour pouvoir sortir et rester dans un parcours, même lorsqu'on est, comme il l'a été dans des situations de danger extrême, de déshumanisation, etc. Et il a aussi insisté sur l'humour. C'est d'ailleurs un peu comme ça
que j'ai retrouvé un peu ça. Donc il insistait aussi d'ailleurs sur l'amour et l'humour, mais l'amour dans le sens de l'affection, hein, pas forcément, après on peut donner d'autres aspects. C'était aimer et rire. L'humour et l'amour, ou aimer et rire, entre autres. Donc pour lui, c'est quelque chose qui est important. Donc comme un élément, alors il dit que c'est quelque chose qui l'a aidé, y compris dans une situation aussi extrême que celle de l'enfermement dans un camp, qui l'a aidé à s'en sortir. Alors, pas qu'ils riaient tout le temps, hein, mais ils arrivaient à rire même dans ces situations-là. Et ça, bon, je vais peut-être un petit peu plus insister, parce que, enfin, insister, ou en venir quand même à cette particularité donc, de l'humour. C'est pour ça que ça m'a intéressée. Au départ, ce que j'avais pu repérer, c'est que bien souvent, les individus résilients utilisaient l'humour. Pas systématiquement, il y a des résilients qui ne sont pas... bon. Mais on trouve quand même cet élément assez souvent. Alors on peut se dire, bah oui, l'humour, c'est cette capacité à prendre de la distance par rapport à une situation. Donc c'est vrai qu'en soi, ça peut être protecteur par rapport à une situation qui nous fait mal. Et on utilise tous aussi l'humour comme ça. Sachant que bien sûr, l'humour n'est pas qu'un mécanisme de défense. On peut très bien utiliser l'humour de manière récréative sans cela. Mais c'est aussi potentiellement, dans bien des cas, un mécanisme de défense. Freud et d'autres en avaient parlé, mais on avait parlé essentiellement comme un mécanisme de protection à un moment donné. Or, pour moi, l'humour est plus compliqué que ça, enfin plus compliqué, plus complexe, plus riche aussi que ça, dans la mesure où l'humour peut permettre de se protéger, effectivement, soit par la mise à distance, quelles que soient les formes, par l'autodérision, par la moquerie, enfin, on peut avoir comme ça différentes utilisations, parce qu'il y a de multiples facettes à l'expression de l'humour. Donc on peut utiliser l'humour au moment du traumatisme, dans l'immédiateté du traumatisme ou de la situation du danger. On l'a rencontré, bon, Frankel l'a évoqué. De nombreux, pas tous, mais de nombreux anciens prisonniers du Vietnam ont raconté que l'utilisation de l'humour les aidait à tenir, alors que certains sont restés emprisonnés pendant 7 ans et dans des conditions qui étaient quand même assez difficiles, assez déshumanisantes. J'ai retrouvé aussi l'utilisation de l'humour, toujours dans les situations d'enfermement, racontées par des anciens prisonniers de l'IRA, à l'époque pas si lointaine que ça, voilà, hein, où il se passait quand même des choses... Ça s'est un petit peu calmé, heureusement, mais voilà. Donc, bon, des situations de... Donc, on peut s'étonner de trouver quand même l'utilisation de l'humour dans ces lieux-là. Un autre exemple aussi, que vous connaissez peut-être, c'est Germaine Tillion. Germaine Tillion qui, alors qu'elle était incarcérée, alors qu'elle était en camp de concentration, a inventé une sorte d'opérette pour se moquer à la fois de la situation qu'elle vivait, mais aussi pour se moquer de l'agresseur, du nazisme, enfin de la situation qu'elle vivait. Il fallait le faire quand même, hein. Il fallait le faire arriver, mais elle raconte, et d'autres ont raconté, que ça les a aidés à tenir, ça les a aidés à reprendre les rênes de leur vie, à retrouver justement une forme de liberté dans des situations où ces personnes étaient effectivement véritablement privées de liberté, privées dans des situations de déshumanisation, non seulement de danger, mais de déshumanisation. Ça va loin. C'est vrai qu'on peut être là atteint psychiquement de manière très très forte. Et bien l'une des ressources a été, pour un certain nombre de personnes, l'humour. On a retrouvé comme ça, y compris dans ces moments-là. Alors moi, de mon côté, je vous disais tout à l'heure, j'ai travaillé à l'aide sociale à l'enfance, et même si j'y suis plus, j'ai gardé pas mal de contacts, et je continue à voir directement ou indirectement des personnes dans ce domaine. J'ai aussi rencontré l'humour dans des situations de maltraitance, comme un mode de protection, là aussi, dans l'immédiateté du danger. Alors, on peut avoir des différentes formes, là aussi, ça peut être l'autodérision, mais dans ces moments-là, et notamment dans les situations auxquelles je pense à l'aide sociale à l'enfance, c'était plutôt ce que j'appellerais l'humour offensif, contre l'agresseur. Une façon non seulement de se moquer, mais on n'est plus seulement victime dans ce cas-là. On l'attaque aussi en se moquant. Oui, pardon ? La
presque de la provocation. Ça peut être, voilà, tout à fait, mais c'est aussi, on sort de cette position de victime, on est seulement subi la maltraitance, les humiliations, etc., pour effectivement attaquer, il peut y avoir une part de provocation. Mais bon, c'est une forme d'humour qui est moins valorisée socialement, mais qui existe et qui peut être utilisée ou utilisable dans des situations comme ça et qu'on peut comprendre. Alors là, Freud ne parlait pas du tout de cet humour-là, mais bon, peut-être que si on avait laissé... Il n'a pas énormément développé en fait, parce qu'il a fait un petit ouvrage sur les traits d'esprit, puis sur l'humour lui-même, c'est une vingtaine de pages en fait. Bon, mais bon, peu importe. Donc se protéger, y compris donc, dans les situations les plus délétères, auxquelles on ne pense pas. Alors, on peut aussi évidemment dire quelque